Coucou, c'est Maritza, autrice de nouvelles et de romans AE ou en ME. Aujourd'hui, je vais vous parler de Rattrape-moi, édité chez Livresque Édition. C'est un OS, soit un one-shoot, avec mon super accent. Rattrape-moi, c'est une romance avec une pointe de dystopie, écrite par quelqu'un qui n'aime pas les romances. Oui, ça a son importance parce que justement, j'ai imaginé l'histoire, l'aventure, la relation entre Morgane et Mathieu selon ce que je voulais. Avant de vous lire le début de Rattrape-moi, je me dois de remercier Laetitia Demko qui m'a lancé ce défi d'écrire une romance, ainsi que la petite dernière de la famille qui adore les romances mais qui ne s'y reconnaissait pas. Rattrape-moi est là 2 ans plus tard et c'est parti. Je vous fais fi du prologue que vous pourrez trouver gratuitement en extrait sur internet. Chapitre 1. Dans la verrie d'Orgrim, la jeune Morgane Divitris s'activait sur la chaîne de recyclage du verre depuis l'aube. Elle triait les bouteilles intactes de celles qui demeuraient cassées ou fendues. C'était long et fastidieux, mais moins pénible que de travailler juste à côté des fours ou de manipuler des outils. Après 6 heures de travail, elle s'octroya enfin une pause pour manger et regarder son téléphone. Elle avait manqué un appel de sa meilleure amie Céline. En la rappelant, elle se souvint du SMS envoyé par la jeune femme la veille, qui lui demandait confirmation pour un événement particulier. Céline, désolée, je travaille beaucoup en ce moment. C'est bien le 26 avril? Il faut absolument que tu me confirmes pour mon article. C'est exact. Tu veux toujours qu'on se voit après le boulot? Ah, je ne sais toujours pas ce que je vais mettre. Ah, pardon, je ne t'ai pas écouté. Tu disais? Ah, laisse tomber, on se voit au mariage. Bye, ma cerise, déclara Céline avant de raccrocher. Elle avait pris l'habitude de la surnommer ainsi, le fruit rouge rappelant la coloration actuelle des cheveux de Morgane. La jeune femme soupira et se motiva pour les 6 heures supplémentaires qu'elle allait devoir accomplir dans cette usine qui faisait la gloire du royaume. Grâce à toutes ces petites mains travailleuses, tout le verre utilisé par l'industrie et les particuliers était recyclé entièrement. À proximité de la verrerie, le centre de tri servant à donner une seconde vie au plastique était devenu un lieu touristique depuis que les journalistes du Monde au grand complet avaient rapporté un taux d'efficacité proche des 90%. Le travail y était mieux payé, les avantages nombreux, toutefois l'embauche ressemblait à un parcours du combattant. Morgane avait tenté sa chance, mais avait échoué et dû se rabattre sur la verrerie. Elle se remit à sa tâche en évitant de songer à l'autre vie qu'elle aurait pu mener. Dans la petite ville ouvrière d'Etienne, la journée du 15 avril 2103 s'achevait. La famille de Morgane Divitris traversait des heures sombres. Le patriarche, Charles Maurice, était endetté pour la 20e année consécutive. 8 ans auparavant, il avait demandé à sa fille aînée d'interrompre ses études pour aller travailler à l'usine afin de subvenir aux besoins de la famille. Il avait été très satisfait d'apprendre son contrat avec la verrerie. Cependant, son sacrifice n'était plus suffisant et au crépuscule, il réunit toute sa tribu autour de l'unique table de cet étroit appartement. Morgane venait de rentrer du travail et s'installa comme d'habitude à la droite de son père, suivi par sa petite sœur, Juliette, 22 ans, Léonore, 16 ans, Alphonse, 13 ans, Antoine, 9 ans et la benjamine Léa, 4 ans, qui s'assit sur un tabouret. Leur mère, Anne-Marie, était partie juste après la naissance de la dernière sans donner de nouvelles. Depuis, leur père s'efforçait de faire au mieux. Dans le royaume du Cid, la vie était chère, mais il refusait de s'en aller. Charles y avait vécu toute son existence. Sa fille aînée, Morgane, avait déjà évoqué l'idée de s'éloigner de cette ville étriquée, seulement elle souhaitait voir la situation financière de la famille se redresser. Elle ne voulait pas partir tout en sachant que sa toute petite sœur de 4 ans n'allait rien avoir à manger dans son assiette. Pour le dîner, Juliette avait préparé une jardinière de légumes et une tarte au poireau. Alors que le patriarche expliquait la dure réalité financière à ses enfants, Morgane lui rappela qu'elle pouvait encore doubler ses heures à la verrerie. Charles avait bien peur que ce ne soit plus suffisant. Morgy, tu te souviens, il y a 8 ans, je t'avais proposé le mariage ou le travail? Oui, papa, et je te répète que jamais je me marierai. Je préfère même annuler mon unique semaine de vacances pour travailler encore plus. Charles soupira en lui rappelant que d'ici 15 jours, sa sœur Juliette allait se marier avec un jeune noble du royaume pour combler une partie de la dette familiale. C'était une pratique courante et légale. Les femmes issues de bonnes familles avaient du mal à concevoir des enfants, qui plus est, des garçons, tandis que les autres n'avaient aucune difficulté à fonder une fratrie nombreuse. Le peuple avait compris cela bien avant la mort de Léon du Cid et espérait que Léopold renie son épouse pour se marier avec une roturière pouvant lui donner un héritier. Cependant, les rumeurs propageaient désormais l'idée qu'il était prêt à céder sa place, faisant fi des attentes populaires. Le repas se finit en silence et Charles partit dans la nuit sombre, tandis que son fils Alphonse terminait la vaisselle. L'aîné vérifia dans la soirée qu'ils avaient tous fait leurs devoirs et aida Alphonse qui rencontrait encore quelques difficultés de lecture. Morgane allait border ses frères et sœurs et ne manqua pas de féliciter Juliette. Certes, c'était un mariage arrangé entre 2 familles, mais la jeune femme était tombée amoureuse de cet homme qu'elle n'avait vu qu'une seule fois. Elle n'avait pas peur de quitter ce petit appartement dans lequel elle avait tous ses repères. Au contraire, elle allait vivre dans une grande maison avec des personnes à son service. Juliette semblait passionnée par ce qui l'attendait, pour autant, Morgane ne l'enviait pas.
Le faste, le luxe, l'argent ne faisaient pas partie de ses aspirations. Elle retourna dans le salon, se coucher sur le canapé, en réfléchissant aux valises qu'elle allait devoir préparer pour le mariage. Elle prenait son rôle d'aînée très à cœur. Dans 10 jours, il partirait pour Parisis, célébrer ce mariage. Et le début du chapitre 2. 2103, 8 janvier. Un homme, assez âgé et boitant légèrement, frappa une vieille porte en bois, sublimement sculptée 3 fois en grelottant de froid. Un autre vint lui ouvrir, grand, vêtu de chaussures montantes sans lacets, d'un pantalon noir avec une bande bleue sur le côté des jambes et d'une tunique en tissu aux boutons dorés. Il portait l'habit des hauts fonctionnaires de la monarchie du Cid. Sans dire un mot, il accompagna jusqu'à la grande table de poker réservée aux meilleurs joueurs. « Monsieur Dimitris, installez-vous. Vous étiez attendu. » déclara un jeune homme proche de la quarantaine au costume flambant neuf et tenant une fleur de lotus dans la main. Charles Maurice jouait beaucoup. Il pouvait perdre par semaine la moitié du salaire que sa fille aînée s'efforçait de gagner. En raison de son état de santé, il n'avait plus la capacité de travailler et depuis, il cherchait du réconfort dans le jeu. Seulement, au cours de la soirée, il n'avait plus d'argent à poser sur la table. Le jeune homme à la quarantaine lui rappela qu'il lui devait déjà plus de 10 000 couronnes. Charles lui demanda un entretien en privé sur ce sujet, afin d'éviter que les autres joueurs ne laissent traîner leurs oreilles et que cela ruine sa réputation. Les 2 hommes furent accompagnés par 2 gardes royaux, lourdement armés dans une antichambre qui appartenait à Léopold du Cid, avant qu'il ne cède une partie de ses biens à ses cousins. Richement décorés avec du mobilier Louis XV, des boiseries sculptées et des tableaux de Rembrandt. Ils s'installèrent sur des sièges au dossier cabriolet entourés par 2 commodes asymétriques ornées de motifs en bronze. « Charles, qu'avez-vous à me proposer cette fois ? Vous m'avez déjà vendu votre appartement exigu, et je me trouve fort sympathique de ne pas vous imputer le paiement d'un loyer ou de charges diverses. Je veux bien faire preuve de bienveillance. Néanmoins, si vous n'héritez pas d'un pécule très vite, je demanderai votre expulsion du royaume, à vous et à votre famille. Jamais plus vous ne pourrez revenir. » « Non, ne faites pas cela. Cet appartement regorge de mes meilleurs souvenirs. La vie est encore plus dure en France, l'insécurité y règne, et j'ai une fille bientôt mariée à Alexis Ferrat, votre cher et bon cousin. Il va me verser 1200 couronnes pour Juliette. Je vous les donnerai directement, croyez-moi. » Son interlocuteur ne semblait pas pleinement convaincu et se releva, s'apprêtant à quitter la pièce. Charles Maurice décida alors de jouer sa dernière carte. « Écoutez, monsieur Fouquet, j'ai une autre proposition à vous faire. J'y ai réfléchi et je suis persuadé que vous ferez une bonne affaire. » Réjoui, il s'assit dans un gros fauteuil et commanda au serveur qui traversait la pièce une tasse de café bien corsée. « Bien, expliquez-moi. » Voilà, je m'arrête là, je sais que je suis extrêmement sadique. C'était le début de Rattrape-moi, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à venir m'en parler sur les réseaux. Merci à la chaîne Le Coin des Auteurs, à Élise, et je vous dis à la prochaine.